Emmanuel pour le French Libertarien pour votre 6e épisode de notre nouveau podcast Free Lunch. Je suis avec Edouard. Edouard, bonjour. Salut Manu. Et donc pour aujourd'hui, nous allons parler, alors puisque nous enregistrons le lundi 15 décembre et que la journée a été très mouvementée. Et on voulait notamment vous parler de des manifestations des taxis à Paris qui donc protestaient contre Uber Pop. Alors juste peut-être pour resituer un peu, parce qu'on a déjà parlé d'Uber et Uber a fait beaucoup parler de lui dans l'actualité. Juste peut-être pour resituer la différence, là le service dont on parle c'est Uber Pop. Donc Uber Pop ce n'est pas Uber X, c'est-à-dire que Uber X, celui dont on avait entendu parler précédemment, est un service vraiment de VTC où donc on peut avoir une voiture de type berline ou autre avec un chauffeur professionnel, etc. qui vient vous chercher comme vraiment un service de taxi, mais à la demande. Là, Uber Pop, c'est un mi-chemin entre donc un service de VTC, mais c'est avec des particuliers, donc c'est un mi-chemin entre un service de VTC et un service de covoiturage type Blablacar. C'est-à-dire que c'est des particuliers qui viennent vous chercher au lieu de chauffeurs professionnels. A Voilà. priori, ce n'est pas leur métier. Et dont ce n'est pas leur métier dans le sens où, il ne s'agit pas de gens qui vont faire ça à temps plein. C'est-à-dire, ça peut être vraiment. Ils arrondissent leur fin de mois. Ouais. Vous et moi, des gens qui sont au chômage ou qui sont à temps partiel ou qui ont du temps ou peu importe, font ça en marge et ce ne sont pas des personnes qui vont aller chercher à avoir une licence d'exploitation ou à acheter une voiture pour pour ce service. On parle a priori de particuliers, comme ce que vous pourriez rencontrer si vous prenez un service et si vous utilisez un service de type Blablacar. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Ce week-end, il y a des grèves qui ont été annoncées où les taxis parisiens ont menacé de bloquer Paris. Ce qui a été fait donc ce matin, ils ont commencé à le faire. Et qu'est-ce qu'on a appris? Je crois que c'était pendant la nuit. Dès très tôt ce matin, lundi, on a appris que le gouvernement allait purement et simplement interdire Uber Pop à partir du 1er janvier. Et donc ce sera, oui, alors ce qui est d'ailleurs assez ironique, c'est que ça fera partie. Alors c'est là où c'est assez confus. Il y a un peu plusieurs choses qui se croisent en même temps, mais il y a aussi l'application de la loi Thévenoud qui va rentrer en vigueur. Alors ce qui est déjà assez ironique parce que bon. Thévenoud, c'est pas non plus quelqu'un qui restera dans les annales comme modèle d'intégrité. Mais enfin bref. Mais il a quand même une loi à son nom. Voilà, il a quand même une loi à son nom qui aussi entre en compte là-dedans. Donc il y a un peu tout un micmac législatif entre les décisions de justice, entre justement la loi Thévenoud, un peu tout ça. Donc c'est pas extrêmement clair. C'est pas extrêmement clair de pourquoi est-ce que les taxis manifestent. Oui, sachant que Uber Pop avait déjà été condamné il y a quelques mois, il me semble, à 100 000 euros d'amende et à différentes choses comme ça. Et c'est bien le service Uber Pop qui avait été condamné. Oui. À l'époque, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'était parce que on insistait sur le fait que Uber Pop faisait sa promotion en tant que service de covoiturage, alors qu'en fait, c'était pas vraiment le cas. Oui. Et apparemment, c'était ce qui servait de base pour la condamnation. En réalité, voilà, on sait bien que c'est les taxis qui avaient intérêt à ça. Ils veulent à tout prix l'interdire. Bon, il y a eu une condamnation, mais en tout cas, c'était pas interdit. C'était légal jusqu'à présent. C'était toléré, disons. Alors c'était un peu dans une zone grise. Et en fait, on voulait revenir justement sur les différents arguments qui ont été avancés à l'encontre d'Uber Pop, enfin en particulier par le lobby des taxis. On voulait revenir sur quelques-uns des arguments principaux. Et moi, j'ai juste quelque chose qui m'a choqué, c'est sur la forme. Le problème que, les taxis, juste parce que ils ont un concurrent entre guillemets qui les gêne, il suffit qu'ils organisent une manifestation en plein cœur de Paris et pouf, ils obtiennent absolument ce qu'ils veulent. Et moi, c'est quelque chose, c'est quand même assez choquant. Moi, je suis un peu tombé justement avec trouver le terme de rallocratie, c'est-à-dire que c'est pas le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir à celui qui va dans la rue et fait le plus de bruit. Mais c'est quand même assez surprenant parce que, de la rallocratie, des gens qui râlent en France, on en a quand même un paquet. Mais je veux dire, avec une telle efficacité, c'est-à-dire que les mecs font un quart d'une moitié de micro-manifestations que dès tout de suite, là, le gouvernement réagit et bim, interdiction, voilà, d'un seul coup, on interdit Uber Pop du jour au lendemain. Je veux dire, en termes d'efficacité, de manifestation et de réaction face à ça, bravo les taxis, ils sont très doués, quoi.
Et c'est quelque chose qui avait été relevé, c'est que donc on a la loi, euh, la loi Macron qui va arriver bientôt avec tout son cortège de comment dire, c'est une loi qui est présentée comme étant une loi pour briser un peu tous les privilèges acquis de certaines professions réglementées, etc., etc. Mais bizarrement, les taxis ne sont absolument pas Pas mentionnés inclus. dans le texte. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est très symptomatique. C'est-à-dire, on sent vraiment il y a quelques lobbies dont ils font pas parler. Ouais, il y a une peur, quoi. Il y a Et une peur voilà. sous la. On n'ose pas s'y attaquer, quoi. Mais en Évidemment, eux en particulier, particulier, quoi. Eux on en particulier, peut, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux pharmaciens, on s'attaque aux notaires, tout ça, voilà. on peut en parler, mais les taxis, c'est même pas question. On peut taper sur les huissiers de justice, etc. Mais les taxis, faut surtout pas les déranger. Et moi, c'est quelque chose qui me fait un peu, enfin, que je trouve quand même très gênant. C'est-à-dire que on est en théorie dans un état de droit, on est dans un régime censé être démocratique entre guillemets. Là, enfin, ça fait Ça une fait tâche, caste. ouais. Ouais, ça fait tâche. C'est une caste qui se permet de pouvoir venir et dire non, écoutez, Voilà. la régulation, ça va pas être comme ça va être comme ça. Et ça, vous le passez pas parce qu'on n'a pas envie, sans même Ah, qu'il y ait vraiment de ouais. discussion ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que Mm. juste déjà premier point sur la forme, c'est vraiment pas top. Et moi, un autre point qui m'a quand même assez dérangé, c'est que tous les arguments que j'ai pu voir à l'encontre de Uberpop, je pouvais littéralement les rappliquer mot pour mot avec Blablacar ou quel que soit quel autre système de covoiturage imaginable. Et moi, j'ai posé la question, jusqu'ici, j'ai pas vraiment eu de réponse satisfaisante. Quel est l'argument que l'on peut avancer pour interdire Uberpop qui ne puisse pas être appliqué à la lettre sur le covoiturage? Ouais, donc peut-être les passer en revue, hein. Oui, On avait la question de la sécurité. voilà, c'est donc ce qui est avancé, c'est ah oui, mais avec Uberpop, on peut tomber sur absolument n'importe qui sans savoir qui c'est. Ce qui est comment dire, ce qui est un argument qui pouvait être valable il y a 15 ans quand il n'y avait pas Internet. Ouais. Mais Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. ben voilà. Donc je sais pas si vous avez utilisé déjà un service de type Uber ou même de covoiturage ou autre. Il y a un service de rating sous-jacent et je crois qu'il n'est pas visible pour les utilisateurs, mais en tout cas derrière, à chaque fois que vous faites une course, on vous suggère de noter votre chauffeur et Uber prend en compte ces notations. Il y a la notation et inversement même, Uber note aussi les clients, c'est-à-dire que si t'es un mauvais client, en fin de compte, Uber peut te refuser le service, il me semble. Mais en tout Exactement. cas, on a des ratings et ça joue le jeu de régulateur de la sécurité. Un chauffeur voilà, qui ne sait pas conduire est dangereux, Uber va les virer très rapidement. Il se rendra très rapidement compte avec les notations. Donc Et la sécurité, bah, cet argument-là, il est intégré dans l'application, quoi. et en particulier aux États-Unis, c'est un sujet qui avait été abordé très récemment par libertarianisme.org où ils avaient fait un podcast là-dessus et ils détaillaient un peu aux États-Unis les minimums qu'impose Uber, mais en interne, donc c'est pas, ça provient pas d'une régulation, d'une Mm. norme ou quoi que ce soit. Vraiment les, les minimums, ce que doivent faire les chauffeurs, les notes que doivent recevoir les chauffeurs pour pouvoir continuer d'exercer, c'est très strict. C'est-à-dire que c'est quelque chose du genre, la première course, s'ils n'ont pas au moins un 4, ils arrêtent direct, il faut qu'ils maintiennent une certaine notation, etc. Et s'ils n'ont pas, Uber, de toute façon, Uber là-dessus a beaucoup à perdre. C'est-à-dire qu'ils savent très bien. Ouais, c'est exactement. Ouais. Et voilà, c'est ça qu'il faut. Je veux dire, Uber, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas des gens qui sont là pour faire la charité. Ils sont là pour faire de l'argent. S'ils font ces régulations, c'est pas par Voilà. altruisme. Ils sont là pour faire de l'argent et Exactement. ils ont bien compris que c'est dans leur intérêt de donner un service bien sécurisé parce que c'est sur ça qu'on les attaque. À la moindre faute, C'est ça, c'est ils en que prendront plein la la gueule. moindre, en termes de relation client, il est extrêmement difficile de réparer une bavure entre guillemets. Vous avez un client qui a, je sais pas moi, une bonne affaire bien, je sais pas moi, d'agression ou je ne sais quoi. Ça peut durablement ternir l'image du beurre et c'est quelque Et chose. d'ailleurs, ça n'a pas été le cas en France, mais aux US, il y a Oui, eu quelques affaires comme ça, en voilà. Australie encore aussi. Ils ont eu quelques affaires comme ça, et à chaque fois, ça leur a fait très très mal. Ils ont perdu beaucoup de clients, donc c'est pour ça qu'ils sont très stricts sur ces questions-là, en fait. Voilà, donc il y a, en termes de sécurité, il y a déjà une régulation qui est faite en interne, tout simplement parce que si Uber ne le fait pas, Uber a beaucoup d'argent à perdre. Voilà, c'est pas par altruisme. Et encore une fois, je voulais Autre insister, argument, ouais, non, je voulais ouais. juste insister sur un point, c'est que c'était un argument qu'on pouvait peut-être dire à l'époque où il n'y avait pas Internet, mais aujourd'hui toute l'information est accessible directement sur les smartphones. On peut plus dire ça. Mhm, tout à fait. Mm, mm. On avait un autre argument, celui de la précarité des chauffeurs. Ah, mais non, Uber Pop, c'est l'exploitation économique, ces pauvres gens, ils gagnent trois fois rien pour conduire les gens.
Il y a plusieurs trucs qui sont surprenants dans cet argument-là. Déjà, personne n'a forcé ces personnes-là à devenir chauffeurs de taxi Uber Pop. C'est pas comme si voilà, ils ont choisi de leur plein gré. Alors après, c'est encore une fois la question de faire ton bien pour toi-même à ta place. On sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est toujours ce même principe. Bah non, enfin je sais pas, les gens savent mieux ce qui est bon pour eux. Au prime abord, ces chauffeurs-là, s'ils le font, c'est bien qu'ils y ont intérêt. Oui, et puis de plus, de toute façon, cette logique pourrait être appliquée à la lettre sur, je sais pas moi, quelqu'un qui va tondre la pelouse pour ses voisins et se faire un peu d'argent à Oui, côté. Bah, pourquoi est-ce qu'on peut pas expliquer, utiliser strictement le même argument et dire non mais tu te rends pas compte que tu te fais exploiter toi-même, il faut que tu et arrêtes pour de suite. Et vraiment, et l'argument pourrait être exactement le même. Si quelqu'un ouais, va, mais sur là, on parle vraiment d'activité secondaire, on prendre parle pas n'importe de quel, gens qui le ouais font à ouais. temps plein. Ouais, 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 exactement. Donc, Voilà. oui, a priori, c'est pas des gens dont c'est le métier principal. Non, ils ont Mm. déjà des revenus autre part et ils font ça en plus. Oui. Enfin, Et je puis voulais, après, il y a l'argument, ouais, le ouais. marxiste, vas-y. Bah, c'est ça, c'est que en fait, si on regarde d'un point de vue, bon, je vais peut-être un peu tirer la chose par les cheveux, mais si on regarde la chose d'un point de vue purement marxiste entre guillemets, c'est pas une exploitation capitaliste dans le sens où déjà petit 1, il n'y a pas de patron. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a pas de personne avec qui le chauffeur a un lien de subordination. Si ce n'est Mhm. peut-être le client. Mais le chauffeur, il va s'inscrire sur le site Uber s'il veut le faire, et puis après, c'est le chauffeur qui va accepter ou non de prendre quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un de chez Uber qui va appeler le chauffeur et dire va là-bas à telle heure et prends telle personne. Donc déjà, il n'y a absolument pas Mhm. de système de lien de subordination. La seule chose que le chauffeur a à faire, c'est respecter certains standards sur l'état de la voiture, ce genre de choses, etc. Il faut que le chauffeur reverse il y a une commission qui est prélevée par Uber, mais ça s'arrête vraiment là. Oui, et après, cette commission, on pourrait encore imaginer qu'il y a des personnes qui râlent dessus, mais ça va avec un service. Je veux dire, Uber donne l'application, donne la Mm. technologie, enfin bref, fournit la base clientèle, fournit l'image de marque et tout ce qui va avec. Alors, c'est bien légitime qu'ils prennent, enfin c'est comme Oui. une franchise, c'est Voilà. bien Et encore légitime une qu'ils prennent. fois, ouais. Et le chauffeur n'est pas dans un lien de subordination. Le chauffeur, en plus, de façon très pratique, le chauffeur est le patron, entre guillemets, dans cette situation, parce que c'est lui qui fournit un service. Il est pas, Ouais, voilà, il n'y a pas de relation patron-salarié. c'est ce qui est intéressant et c'est pourquoi, à mon sens, les anticapitalistes devraient justement soutenir ce genre d'initiative. Ils détestent les relations hiérarchiques des Mm. corporations. Bah Ah justement, bah là, c'est là, parfait. enfin, soutenez ce genre de choses, c'est parfait. Je veux dire, il y a plus de hiérarchie. C'est complètement plat en fait. C'est Oui. des relations économiques horizontales, donc c'est merveilleux. Ils devraient soutenir ce genre de choses. Mm, mm. Voilà, il y a juste Uber qui est un peu l'intermédiaire de mise en relation, mais il fait vraiment pas plus. Encore une fois, moi, j'insiste, désolé de faire un peu mon puriste, mais j'insiste sur le fait que c'est le chauffeur qui est le patron. Il n'y a pas de lien de subordination. Mm. On avait aussi un Oui, argument, bon ça c'est l'argument classique, que rabâchent les taxis à tort et à travers, concurrence déloyale. oui. Euh, Sur lequel il y a plusieurs aspects. ouais, Mais déjà, je voudrais juste pointer du doigt que sur la question de la concurrence déloyale, à chaque fois, enfin, à ma connaissance, à chaque fois, on va retomber sur quelque chose qui provient d'une régulation de l'État. Donc, on peut les quand prendre on un par regarde à un. chaque Voilà, fois, voilà, on c'est ça. gratte un peu au fond. Quel est l'argument principal? La question de la licence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un taxi, il faut une licence. Mais qui a dit qu'il fallait une licence? Voilà. Donc, C'est l'État. rien que commencer par ça. Qui a mis en place un système de Oui. licence et il y a pas assez de licences? C'est Mm. l'État. Donc dessus, il y a tout un Donc marché secondaire qui c'est se met en place, mais ouais ouais. ça sort pas de nulle Bah, part. c'est-à-dire que je veux dire, ils ont raison, au fond, ils ont raison de dire nous on a payé des licences et pas les Uber et tout ça. Oui, c'est vrai, mais c'est quoi la solution? Ne vous battez pas contre les concurrents qui viennent vous menacer. Battez-vous contre les médaillons, ces trucs que vous avez dû payer, ça c'est réellement injuste. Battez-vous pour que l'État vous foute la paix, quoi. Sans qu'il y N'allez ait, pas voilà, embêter. sans qu'il y ait de Voilà. réelle justification derrière. C'est-à-dire que l'argument de la Oui, sécurité par rapport aux médaillons, moi, il y a zéro argument. Ouais. ce n'est absolument pas, ça n'explique absolument pas la nécessité de la rareté. Ouais, Je pense que non, ça, c'est quelque chose qui est important à noter, c'est que le problème avec les médaillons, c'est pas qu'il y a un système de médaillons où on fait attention à ce que les gens ils aient pas de casier judiciaire et ce genre de choses. Le problème par rapport aux licences des taxis, c'est que il y en a pas assez. ça maintient la rareté. Ouais. L'État a entretenu une rareté artificielle, et c'est ça le problème. Et ça, c'est pas un problème de sécurité, c'est un problème
purement économique. Faut vraiment, je pense, insister là-dessus. C'est que là, on a tout un système qui se construit autour d'une rente, mais c'est purement économique. Ce n'est pas si quelqu'un vient et me dit oui, alors les gens de chez Uber et compagnie, il va falloir qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas de casier judiciaire et qu'on leur fasse passer un test minimum pour vérifier qu'ils fassent pas n'importe quoi. Moi, à la rigueur, c'est quelque chose sur lequel j'irais pas m'y opposer. Oui, pourquoi pas. J'irais pas m'y opposer, Ouais. sincèrement. J'ai envie de dire bon, voilà, on essaie de trouver un peu un compromis, on essaie de faire ça bien. Tout le monde respecte, voilà, qu'on établisse des règles simples et claires et tout le monde les respecte. Voilà. Il n'y a plus de problème, voilà. Des règles simples, claires, auxquelles tout le monde, et qui s'appliquent à tout le monde, qui est pas un système de caste. Voilà. Qui est pas un système de caste. Là, moi, c'est pas une caste, c'est pas quelque chose qui me gênerait plus que ça pour être sincère. Moi non plus, ouais. Ce qui me gêne, c'est tout l'aspect derrière rente économique qui est mis en place. Et c'est vrai que c'est une réelle question parce qu'aujourd'hui, ce sont des licences qui coûtent tellement cher. Les taxis se servent des licences comme épargne retraite. C'est leur épargne retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un taxi, qu'est-ce qu'il va faire quand il va commencer? Il va faire un prêt titanesque pour acheter une licence déjà existante. Il va rembourser ce prêt tout au long de sa carrière. Et à la fin de sa carrière, il va revendre la licence. Et ce sera à sa retraite. Donc du coup, on en a parlé pendant la première je peux comprendre qu'ils soient énervés, qu'ils soient dans la rue, les gars. Moi, je serais à leur place, ma retraite serait menacée, je serais pas content. Ça, je suis tout à fait prêt à comprendre. Enfin, c'est pas rien quand même pour eux. Ouais. Mais du coup, qui demandent de remboursement de ce médaillon. Voilà la solution. C'est pas qu'ils se battent contre les autres. Non, qu'ils demandent le remboursement du médaillon. Qu'une solution comme une autre soit trouvée. Ça va coûter à l'État. Tu proposais une solution. Oui, effectivement, rembourser ces médaillons, ça va coûter à l'État, mais voilà, alors il y a plusieurs approches qui ont été, oui, voilà, il y a plusieurs approches qui ont été fournies. Il y a des gens qui ont dit, ils ont qu'à les revendre et puis ils en auront une en plus. Enfin, il y a un peu tout plein d'étapes. Mais si on veut aussi détruire une fois pour toutes le système de licence, on peut aussi faire un truc très simple. C'est l'État rachète les licences et à la place réintègre les taxis dans le régime de retraite générale. Leur fait une promesse de retraite en échange. Du coup, ça élimine complètement les licences, ça élimine un peu, ça évite de créer un nouveau régime spécial de retraite ou autre, ça les ramène directement dans le giron existant, enfin comment dire, dans les systèmes existants de retraite. Ça peut être, bon, c'est qu'une supposition, mais on peut imaginer tout plein de solutions en plus, ça coûterait à un instant T, parce qu'on sait là maintenant tout de suite, les caisses de l'État sont pas vraiment spécialement remplies. Ça peut être une solution qui coûtera pas grand chose. On peut imaginer plein de choses. Il y a d'autres économistes qui ont imaginé en place des systèmes pour défaire progressivement la rente, mais voilà, le problème c'est la rente, le problème c'est pas Uber. C'est la rente en elle-même, Uber. Après on peut discuter des solutions qu'on apporte par rapport à ça, mais Uber ne fait que pointer du doigt une rente existante et le problème que ça pose. Et à ce niveau-là, c'est merveilleux. Je veux dire, depuis le temps que les taxis avaient cette rente qui était incassable et qu'on ne pouvait pas y toucher législativement, et là, enfin, on a des solutions grâce aux nouvelles technologies qui s'attaquent en frontal. Moi, je trouve ça merveilleux. Ça remet en cause en frontal. Le législateur ne veut pas bouger. Il y a des entrepreneurs qui essaient de faire bouger les choses. Et juste pour conclure là-dessus, à moins que tu avais quelque chose d'autre à ajouter sur les taxis. Non, moi j'ai juste un petit truc un petit truc rigolo. On a eu beaucoup de réactions de taxis sur Twitter, des comptes de taxis qui venaient publier et attaquer Uber. J'ai un argument assez drôle là sous les yeux. Uber est un dangereux colon et esclavagiste. Voilà, j'ai Taxi75 qui attaque Uber. Si vous vous reconnaissez dans Frédéric Bastiat, il était contre le colonialisme. Or, Uber est un dangereux colon et esclavagiste. Voilà les arguments typiques des taxis. C'est tragicomique. Oui. Ah oui, oui. C'est mecs défendent leur petit bout de pain avec des arguments, enfin à la con. Hein. Ouais. Alors donc juste pour terminer, moi il y avait un exemple qui m'a fait beaucoup rire, c'est que si vous pensez que la concurrence est mauvaise dans ce genre de situation, regardez qu'est-ce qui vient tout juste de sortir au niveau des taxis à Paris. Alors apparemment, donc j'ai pas eu l'occasion d'essayer parce que pour être honnête, ça fait un peu une éternité que je suis pas allé à Paris, mais apparemment ils viennent de sortir une nouvelle application avec géolocalisation des taxis qui est tip top. Ah non mais moi je veux dire, il y en a plein. Moi j'en utilise d'ailleurs plusieurs. Il y a Jump, il y a Drive, il y a plusieurs trucs. J'en ai plusieurs comme ça sur mon iPhone. C'est super. Ils font tous à peu près la même chose à quelques différences près, mais ils se différencient sur les prix, ils se différencient sur d'autres choses. Mais il y en a de la concurrence. Il y en a. Mais voilà, mais ils viennent. Mais du coup, il y a un énorme marché. Parce que Uber les a un peu poussés au portillon, ils ont mis en place une application et tout. Ouais. Donc ceux qui pensent qu'à la concurrence c'est destructeur, c'est mauvais et tout, là vous avez un exemple en face de vous quoi. Ouais. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Les taxis refusent la concurrence plutôt que de s'adapter, font appel à l'état-maman. Non, on vient nous défendre de la concurrence au lieu de eux-mêmes s'adapter. Je veux dire, oui, les VTC ont ces applications, mais créez une application pour vous-même, faites la même chose, copiez-les, battez-vous à des termes égaux au lieu de faire appel à la loi pour les démonter. Oui.
Et peut-être juste pour conclure, je vais juste reprendre quelque chose qui a été dit par, je crois que c'est Alain Madelin, et qui vraiment, je pense, alors pas sur le cas spécifique des taxis, mais à d'autres occasions, sur toute cette question un peu de la nouvelle économie, de l'évolution de l'économie, etc. Et la destruction créatrice et tout ce genre de choses. Il y a une réelle question par rapport aux gens qui vont être un peu, entre guillemets, laissés pour compte dans ce genre de transition. Mais ce qu'il faut protéger, il faut pas protéger les emplois, il faut protéger les personnes. Les emplois, ça part, ça vient. On est dans une économie qui est en pleine, on a une transition majeure qui arrive. Est-ce qu'il faut mettre en place des mécaniques pour protéger les personnes durant cette transition? Moi, je préférerais 1000 fois qu'on ait cette discussion plutôt Sur que ça, de oui, plutôt bloquer que sur l'économie. conserver Voilà. l'économie Parce que en ça marche l'état pas. parce qu'on refuse le changement. Non, faut accepter le changement. Après, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui effectivement Mm. vont souffrir, bah ça c'est une réelle question. On peut avoir un débat là-dessus. Ça serait beaucoup 1000 fois plus sain que le débat actuel sur on se bat pour surtout pas que les choses changent. Ouais, Oui, oui, oui. tout à fait. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire sur Uber Pop en particulier. Edouard, tu voulais nous parler un peu de... Donc on a eu la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, un... Mhm. par rapport à la CIA, donc il y a eu des documents qui ont fuité. Alors, c'est pas exactement des documents qui ont fuité, c'était un rapport du Congrès américain qui avait été fait C'est pas une pendant fuite cette des fois. années. Ouais, non, c'était pas une fuite pour le coup, ça a été vraiment révélé. Mais il a été fait pendant des années, ça fait des années qu'ils ont fait ce rapport, et déjà ce rapport était prêt depuis plusieurs mois. Il y avait une question de est-ce qu'on va le révéler en public, si oui, quand et de quelle manière. Le fait est que ça a été fait la semaine dernière, alors pas en entier, il y a genre, je crois que 300 pages, choses comme ça qui ont été révélées du dossier complet, donc on n'a pas accès à tout, mais en tout cas cette partie-là a été vraiment révélée au public, avec évidemment les noms floutés, enfin anonymisés quoi. Et voilà, non, oui, voilà, 6000 pages. Et donc les résultats qu'on a, enfin voilà, on va pas on va pas entrer dans les détails parce que c'est quand même assez Oui, gore. C'est quand même des choses qui sont vraiment assez horribles. Je crois qu'on va préserver nos éditeurs et ne pas donner beaucoup de détails, mais il y a quand même des méthodes assez hallucinantes quoi. La CIA, je veux dire, ils ont renoncé à rien. Dans les méthodes de torture, quoi. C'est clairement, on l'appelait le torture report. C'est le nom que on appelait ça, comme ça que les gens ont appelé ce rapport. Et la CIA a vraiment a utilisé des méthodes vraiment hallucinantes. Là, j'en ai quelques-unes sous les yeux. oui. Je vais vous donner les plus soft, en le sens où elles sont pas gore. La CIA a menacé les enfants des détenus pour leur faire du chantage. Notamment une fois, ils ont menacé de couper la gorge de ta mère si tu ne parles pas. Voilà, du chantage envers la famille. Un mec qui a été retenu de force évidemment, on lui a fait subir des bains de glace, il a été privé de sommeil pendant 66 heures et en seulement après on s'est rendu compte que c'était pas le bon mec. Le mec a été retenu pendant 66 heures, on l'a empêché de dormir, c'était pas le bon mec. Oui, du coup, faut un peu se remettre en mémoire tout ce dont on a parlé la semaine dernière. Enfin, les États-Unis, ils ont quand même un peu cette tendance à frapper aux mauvaises portes et à se tromper, Oui, comment dire, voilà, à un peu se tromper de personne. Et c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Donc bon, s'ils ont il y la a même, voilà, s'ils ont la même précision, enfin, qu'ils ont sur les équipes oui, de SWAT et qui ont là maintenant avec la CIA, bah du coup ça fait un peu peur. sans parler des innocents qui sont exécutés. Enfin bon, Exactement. Et là, pareil, il y avait des innocents qui ont été torturés du coup. Mais au-delà de ça, même ceux qui étaient réellement coupables et qui ont été torturés, même ça, c'est difficilement défendable. En 2003, il y a Bush qui a donné un speech à l'ONU qui dénonçait très fortement la torture de manière générale. Il disait les États-Unis sont impliqués et entièrement responsables et s'impliqueront pour dénoncer et combattre la torture dans le monde entier. Et suite à ça, il a donné un discours tellement fort à ce propos. La CIA a même envoyé un mémo à la Maison Blanche pour être sûr que ce qu'il faisait c'était encore ok. C'est-à-dire, les mecs avaient tellement peur qu'ils se rendaient bien tellement compte que la différence était tellement énorme entre ce que Bush dénonçait et ce que la CIA faisait derrière. Les mecs ont carrément envoyé un mémo pour dire ok, c'est encore bon ce qu'on fait, ça va, c'est encore techniquement faisable, parce que c'était vraiment des méthodes, enfin ça allait à l'encontre de tout ce que les USA sont censés défendre. Et en plus de ça, il y en a encore qui défendraient ça. Oui, mais si ça permet d'avoir une information pour empêcher je ne sais quel attentat terroriste, mais c'est pas le cas. Ça n'a servi à rien, et c'est aussi ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est que ça montre l'inefficacité de ces techniques. Non seulement elles sont juste horribles, ignobles, et c'est pas digne d'un pays soi-disant développé, mais au-delà de ça, au niveau de l'efficacité, c'est zéro. C'est-à-dire que les mecs soit donnaient des mauvaises informations, ils avaient tellement peur que
En fin de compte, pour être relâchés, ils racontaient juste n'importe quoi pour que les mecs leur foutent la paix, et ça n'a abouti à rien. Ils n'ont pas empêché un seul attentat grâce aux désinfos qu'ils ont tenus par ces méthodes-là. Donc de A à Z, c'est indéfendable. Voilà. Et en tout cas, et en plus, il y a un énorme flou là-dessus, parce que ça avait déjà été évoqué par rapport aux méthodes de la NSA en termes d'espionnage de la population et tout. L'énorme problème aussi qu'il y a de ces affaires, c'est que il y a toujours un peu cet écran de fumée où les gens de la CIA ou de la NSA et tout vont venir te dire ah non mais on peut pas vous dire si ça a été efficace parce que on va compromettre quelqu'un qui est sous couverture ou je ne sais quoi ou autre. Mais du coup cet argument il est tellement utilisé rabâché dans tous les sens que au final c'est difficile de dire c'est difficile de dire si vraiment est-ce que c'est efficace et que ils sont en toute honnêteté en train de nous dire qu'ils peuvent pas nous révéler certaines informations ou est-ce qu'ils sont pas juste en train de nous mettre un écran de fumée pour continuer comme ils faisaient. Et c'est vrai que c'est comment dire, vu leur track record, c'est quand même assez difficile de leur faire confiance là-dessus. C'est-à-dire que... Ouais, et là l'avantage de ce dossier-là justement qui a été révélé, c'est que ça, justement ils sont attaqués à ce sujet-là. Est-ce que ça a été efficace? Non. Ça ne l'a clairement pas été. Donc même dans une optique, oui, ça permet le bien, l'intérêt général, bah non. Ça ne permet même pas l'intérêt général, ça n'a servi à rien. Et ce qui m'a particulièrement effrayé entre guillemets, ça a été de voir la réponse de la population là-dessus. Oui, on a eu notamment Fox News qui est très connu pour ça. Il y avait des journalistes qui non, c'est assez hallucinant. Obama aurait jamais dû révéler ce dossier. Ils mettent en danger les agents de la CIA. C'est sûr que c'est eux qui sont en danger. Ouais, bah oui. En l'occurrence, ce dossier, c'est bien ce qu'ils ont montré là, c'est que les agents de la CIA, c'était eux qui étaient en danger, oui, bien sûr. Et au-delà de ça, au-delà même des journalistes et tout ça, moi, je me suis baladé sur Facebook, c'était assez frappant. Beaucoup de conservateurs américains, et de manière générale, je crois que c'était même assez transversal, défendaient ça. À chaque fois, vous voyez la même chose. Les gens postaient une image du 11 septembre avec une des personnes qui s'est jetée de la tour pour se suicider. Ils postaient une image comme ça où on voit très clairement le mec qui est en train de tomber, en train de se suicider, avec la phrase This is why I don't care about the torture report. Voilà pourquoi j'en ai rien à foutre de ce qu'on fait à ces gens-là, avec une image du mec qui suicide. Donc déjà, évidemment, au niveau sophisme logique, c'est juste un appel aux émotions. Je veux dire, on fait appel à des sentiments pour que niveau rationalité zéro, on fait appel à des sentiments patriotiques et donc du coup ça justifie tout et n'importe quoi. Et au-delà de ça, en quoi ça légitime que, enfin voilà, il y a des criminels qui ont fait un acte terroriste ignoble et injustifiable, et donc on va aller enlever, torturer, c'est de la pure vengeance quoi à ce niveau-là. Enfin, donc du coup il y a ces mecs qui ont fait ça, du coup on peut se permettre de faire la même chose ou pire sur les autres. Enfin, où est la logique, où est le bon sens quoi. Et surtout, enfin moi, après derrière en termes de réception, c'est-à-dire qu'il y a eu des sondages qui ont été faits, et quand on demandait aux gens, est-ce que vous soutenez, alors ils utilisaient différentes dénominations. Il y a eu un peu tout le champ lexical de torture, genre interrogation poussée, ce genre de choses. Et, donc on voyait un peu des degrés de, est-ce que les gens ils adhéraient ou pas, est-ce qu'ils disaient oui ou non, est-ce que je soutiens telle méthode d'interrogation. Mais même quand dans le sondage ils utilisaient explicitement le terme torture, il y avait quand même vraiment une très grande part de la population qui disait oui. Et là-dessus, c'est pas un débat démocrate-républicain. C'est-à-dire que même s'il y avait une différence dans les nombres entre les démocrates et les républicains, il y avait quand même une majorité de démocrates qui soutenaient ce genre. Après, encore une fois, quelle que soit la formulation utilisée, il y avait quand même une majorité de démocrates qui soutenaient ce genre d'interrogation. Et moi, ça, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète. Parce que, du coup, ça veut dire qu'au niveau... comment dire, il n'y a pas vraiment de débat populaire là-dessus. L'opinion publique. Voilà, l'opinion publique est pas tellement, elle est pas si divisée que ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète qui m'inquiète vraiment. Il me semble me souvenir que j'avais vu un sondage dont tu parles. Il y avait que 10 à 15% des Américains qui disaient non, la torture n'est jamais justifiée. Il y avait que 10 ou 15%. Et tout le reste était oui, ça peut l'être, oui, ça l'est dans tous les cas, ou alors oui, ça peut l'être selon certaines conditions. Et il y avait un nombre très très faible de personnes qui disent non, ça n'est jamais justifié. Et ça, c'est un peu effrayant, ouais. C'est tout pour aujourd'hui, c'était le 6e épisode de notre podcast Free Lunch. Vous pouvez nous retrouver directement sur le FrenchLibertarien.fr. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour nous recevoir tous les jeudis un nouvel épisode. On est aussi sur SoundCloud maintenant. Nous sommes aussi sur SoundCloud, donc n'hésitez pas, aussi sur Twitter, Facebook, un peu sur tout. Si vous avez des questions, on a
pas eu vraiment de nouvelles questions cette semaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser sur ask.fm. Le lien est dans la description. Et aussi, petit message juste pour vous dire que le French Libertarien, c'est un projet bénévole, et notamment qu'il y a un compte SoundCloud Pro et ce genre de choses. N'hésitez surtout pas à faire un don. C'est un projet qui n'est absolument pas financé par la publicité. Je voulais pas vous embêter avec des pubs et ce genre de choses. Donc votre générosité est appréciée et ça nous aide à pouvoir continuer à payer l'hébergement et ce genre de choses. Merci à tous et à la prochaine. Merci, à la semaine prochaine.